Face à son ultimatum de démissionner si les nouvelles politiques me déplaisaient, j'ai pris la porte. J'ai lancé ma propre voie en tant qu'indépendant et j'ai déposé mes brevets. Elle pensait que je bluffais, jusqu'à la stupéfaction de son équipe. J'ai su que mon temps à la société Synapse avait atteint sa date d'expiration définitive au moment où la vice-présidente Vivienne Dubois a qualifié toute mon unité de logistique paria de luxe que nous ne pouvions tout simplement pas nous permettre pendant un trimestre de transition. Moins de 5 minutes après le début de notre réunion générale du lundi matin, j'avais déjà l'impression d'être assis dans une salle de conférence ensoleillée, à regarder la rédaction de ma propre nécrologie d'entreprise en temps réel. Sans même la courtoisie élémentaire de fleurs ou d'une modeste corbeille de fruits. Vivienne intervenait par liaison vidéo haute définition depuis l'antenne de Saint-Malo. Elle arborait en permanence ce sourire suffisant et impeccable, le regard indubitable d'une dirigeante qui croyait sincèrement que l'arrogance était une forme de leadership visionnaire. Son carré blond impeccable était bien trop parfait pour quelqu'un responsable d'ingénierie logicielle complexe, et sa voix avait ce ton suave et approuvé par les RH, enseigné dans les séminaires de direction hors de prix. C'était un cocktail calculé d'empathie artificielle, matiné d'un courant sous-jacent d'intimidation à peine perceptible. Elle passa d'un clic fluide à une diapositive au titre menaçant, directive d'alignement pour l'architecture d'avenir. Sans reprendre son souffle, elle annonça qu'à compter du lundi suivant, toute notre division passerait à une collaboration obligatoire à temps plein sur site. Pas de sondage préliminaire, pas de discussion au sein du département, juste une déclaration plate selon laquelle la présence était désormais synonyme de culture. Autour de la table, les ingénieurs chevronnés se figèrent. Je clignai lentement des yeux, songeant au fait que pendant 3 trimestres consécutifs, mon projet pilote de moteur de routage prédictif avait surpassé nos meilleures métriques logistiques régionales de plus de 34%. J'avais accompli la quasi-totalité de cette architecture algorithmique de haut niveau depuis le bureau de mon sous-sol, en pantalon polaire et chaussons usés. Mais dans le nouveau domaine de Vivienne, la performance mesurable importait bien moins que la soumission physique et la conformité visible. Puis vint la véritable manœuvre. Vivienne marqua une pause pour l'effet dramatique, se penchant vers sa caméra. Elle déclara que tous les prototypes de recherche actifs, les concepts à un stade précoce et les algorithmes fondamentaux devaient être immédiatement enregistrés dans le référentiel interne partagé de l'entreprise. L'intégralité des dépôts de code source, des carnets techniques, des modèles mathématiques et des horodatages de version devaient être téléversés avant 17 heures. Son bureau, ajouta-t-elle d'un geste aérien de la main, examinerait toute la documentation d'origine en vue de la consolidation des brevets et du dépôt de la propriété intellectuelle de l'entreprise, avec effet immédiat. Je me suis adossé à mon fauteuil ergonomique et j'ai senti mes mâchoires se contracter. Ce mandat n'avait rien à voir avec la synergie interfonctionnelle. C'était un vol d'entreprise pur et simple, un braquage discret, blanchi par la paperasse, conçu pour dépouiller les ingénieurs seniors de leurs innovations de toute une vie avant le prochain sommet technologique. Si cela vous semble trop cynique, c'est que vous n'avez manifestement jamais vu une cadre extérieure se glisser dans une vice-présidence senior avec un contrat de travail bancal, une présentation PowerPoint ambitieuse et une clé USB avide de reconnaissance. Avant de poursuivre avec ce qui s'est passé ensuite, je devrais dire un mot. Je sais que beaucoup d'entre vous écoutent ces sagas du monde du travail en s'attaquant à des montagnes de vaisselle, en conduisant dans les embouteillages du soir ou en faisant défiler leur téléphone pendant la pause déjeuner. Si vous appréciez ces histoires de parties d'échecs silencieuses en entreprise, prenez un petit moment pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment à continuer et à maintenir nos fonds de défense juridique bien approvisionnés. Maintenant, revenons à Vivienne. J'ai activé mon micro avec un calme délibéré. Pouvez-vous clarifier, Madame la vice-présidente Dubois, si ce mandat de consolidation s'applique aux architectures fondamentales développées entièrement en dehors des heures de bureau, en utilisant du matériel n'appartenant pas à l'entreprise et des ressources indépendantes? Vivienne offrit un sourire acéré et prédateur qui atteignit à peine ses yeux. Alain, si vous développez des solutions qui s'alignent sur la feuille de route stratégique globale de la société Synapse, notre équipe juridique part du principe fondamental que ce travail relève de notre champ de compétences. J'ai insisté, en gardant un ton parfaitement mesuré. Même si aucun équipement de l'entreprise, aucune heure de travail et aucun actif de l'équipe interne n'ont jamais été utilisés pour sa création? Elle laissa échapper un petit rire moqueur. Mon Dieu, elle a vraiment gloussé dans son micro. Alain, si vous n'êtes pas à l'aise avec nos nouvelles politiques opérationnelles, vous êtes entièrement libre de démissionner et de passer à autre chose. La ligne de conférence numérique plongea dans un silence total et suffocant. Même mon jeune développeur, Thomas Morin,
qui tapait notoirement avec 2 doigts en mâchouillant le capuchon de son stylo, s'arrêta en pleine frappe. Quant à moi, je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas lancé d'insultes. J'ai simplement souri à la webcam. Merci pour la stratégie de sortie, ai-je dit doucement. J'ai refermé le couvercle de mon ordinateur portable avec un clic satisfaisant et silencieux. J'ai débranché mon écran secondaire, je me suis levé et j'ai pris une longue et profonde inspiration qui sentait légèrement le café soluble éventé et la libération imminente. J'ai rangé mes effets personnels dans une boîte en carton solide, ma tasse en céramique en forme de pingouin, 2 carnets physiques remplis de croquis mathématiques personnels, et une petite plaque de bureau en bois sculpté que ma mentorée m'avait offerte 3 ans plus tôt, sur laquelle on pouvait lire, mettre des solutions de contournement. J'ai laissé l'écran fourni par l'entreprise. J'ai laissé la souris. J'ai même laissé le clavier mécanique que j'avais acheté avec mes propres fonds, car le périphérique fourni par l'entreprise cliquetait comme un insecte faisant des claquettes. Laissons à Vivienne le matériel en plastique. Elle aurait besoin de bien plus que des claviers pour la tempête juridique dans laquelle elle s'engageait nonchalamment. Je suis sorti de cet établissement aux parois de verre avec la démarche mesurée d'un homme se rendant à un brunch dominical relaxant. Pas de scène dramatique, pas de porte en acajou claquée, juste une marche tranquille vers le hall des ascenseurs. Ma jeune mentorée, Chloé Bernard, s'est précipitée dans le couloir derrière moi, le visage blême de choc. Alain. Qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? Tu ne peux pas partir comme ça. J'ai regardé Chloé avec un calme absolu. Reste, Chloé. Fais profil bas, fais ton travail, et observe simplement. Je n'ai pas versé une seule larme. Je n'ai pas claqué les lourdes portes de sortie en verre, bien qu'une partie de moi ait eu envie de laisser une fissure dans le mur pour que les services généraux s'interrogent. Au lieu de cela, je suis sorti dans l'air chaud de l'après-midi, j'ai ouvert le coffre de ma berline et j'ai déposé soigneusement ma boîte personnelle à côté d'une lourde enveloppe jaune préadressée. L'enveloppe était timbrée, certifiée et scellée avec un ruban adhésif de sécurité. Elle était adressée au directeur juridique de la société Synapse. À l'intérieur se trouvait une déclaration formelle, non pas un appel à la renégociation, mais une preuve documentaire absolue démontrant que le noyau logistique prédictif basé sur l'IA qu'il prévoyait de présenter au prochain sommet technologique de l'Ouest était entièrement ma propriété privée. Il pensait que je céderais sous la pression. Il pensait que les ingénieurs de 48 ans se recroquevillaient simplement lorsqu'ils étaient menacés de changement de politique et cédaient tranquillement l'œuvre de leur vie pour sauver leurs options sur action. Mais je ne me laisse pas facilement abattre. Je construis en silence. Et quand un prédateur d'entreprise tente de s'emparer de ce que j'ai méticuleusement construit, je ne m'engage pas dans de mesquines querelles de bureau. Je dépose des dossiers. Le trajet du parking de l'entreprise à ma prochaine destination a duré moins de 15 minutes, mais mentalement, c'était comme traverser un vaste fossé juridique. Je n'ai pas conduit vers ma maison. Au lieu de cela, j'ai mis le cap sur le parc d'affaires Chesnay, un modeste complexe de bureaux nichés entre une clinique dentaire indépendante et une petite boutique. C'était loin d'être glamour, mais il abritait 2 atouts essentiels dont j'avais besoin immédiatement, une confidentialité absolue et un notaire public expérimenté nommé Franck Joliot. Franck était un administrateur militaire à la retraite, la soixantaine, qui ne tolérait absolument pas les drames d'entreprise et vénérait la paperasse impeccable. Il m'a accueilli d'un signe de tête ferme alors que je posais mon classeur sur son comptoir en bois. On dirait qu'on finalise l'artillerie lourde aujourd'hui, Alain, remarqua Franck en chaussant ses lunettes de lecture. Faisons en sorte que chaque page soit juridiquement blindée, Franck, ai-je répondu. Pendant les 20 minutes suivantes, nous avons procédé à une vérification rigoureuse. 3 confirmations de signature formelle, 2 vérifications d'identité biométrique et l'enregistrement physique d'une clé USB cryptée contenant des arborescences de dépôt mathématiques brutes. Franck a apposé son lourceau de notaire en acier sur 3 demandes de brevets provisoires distinctes, son tampon laissant des empreintes profondes et nettes dans le papier épais. Les documents que nous avons finalisés étaient 3 demandes de brevets provisoires en vertu de la loi sur les brevets. La première couvrait ma matrice de routage prédictif adaptatif en temps réel. La deuxième détaillait un protocole d'équilibrage de charges multinœuds asynchrone. La troisième était une architecture tolérante aux pannes invisibles que j'avais baptisé le protocole Valois, un moteur d'exécution back-end profond capable de rediriger dynamiquement les charges de traitement lors d'anomalies réseau soudaines. Ces 3 cadres algorithmiques représentaient le fondement absolu de ce que la société Synapse tentait de présenter sous le nom de projet Apex. Mais chaque ligne mathématique avait été forgée de manière entièrement indépendante de leur écosystème d'entreprise.
L'origine de ce logiciel ne se trouvait pas dans un bureau d'entreprise ou un hackathon sponsorisé par la société. Elle avait commencé 11 mois plus tôt sur une serviette en papier taché de graisse dans un restaurant ouvert 24h24 à Caen, en Normandie. Je me souviens être assis dans une banquette en vinyle à 2h du matin, sirotant ma 4e tasse de café noir pendant qu'une serveuse âgée nommée Sarah remplissait ma tasse sans que je le demande. J'avais 47 ans à l'époque, épuisé par la paralysie de l'entreprise, regardant les cadres supérieurs rejeter à plusieurs reprises mes propositions d'optimisation intelligente de la chaîne d'approvisionnement parce que les concepts étaient jugés trop complexes pour que les commerciaux puissent les présenter facilement. J'ai donc pris une décision consciente en cette froide soirée de novembre, je le construirai moi-même. Pas pour Synapse, mais pour l'industrie au sens large, et sous ma propriété absolue. Au cours des 11 mois suivants, j'ai établi un protocole opérationnel à toute épreuve pour séparer mon travail indépendant de l'infrastructure de mon employeur. J'ai acheté un ordinateur portable dédié avec ma carte de crédit personnelle, en veillant à archiver le reçu de la transaction. J'ai installé un système d'exploitation Linux propre et je n'ai jamais connecté l'appareil au réseau de Synapse, à leur VPN ou à leur matériel. Chaque validation de code dans le dépôt était signée cryptographiquement, horodatée et envoyée sur un serveur privé enregistré sous un pseudonyme que j'avais utilisé pendant mes études supérieures. De plus, toutes les 4 semaines, je rencontrais mon ami de longue date, le Dr Luc Picard, professeur associé d'informatique dans une université locale. Luc était un expert en systèmes distribués sans aucun lien avec la société Synapse. Nous nous asseyions dans son bureau pendant qu'il examinait systématiquement la progression de mon code, mes journaux techniques et mes schémas d'architecture système. Luc signait et datait les pages de mon journal d'ingénierie en tant que témoin tiers indépendant, établissant une chaîne de preuves continue et ininterrompue selon les normes des brevets. 6 mois après le début du développement, lorsque les algorithmes de routage de base ont commencé à démontrer des améliorations d'efficacité dépassant les 40% par rapport au modèle logistique traditionnel, j'ai engagé un conseil juridique spécialisé. Je n'ai pas engagé un avocat d'affaires d'un cabinet prestigieux du centre-ville. J'ai retenu les services de maître Jacqueline Meunier, une redoutable praticienne de la propriété intellectuelle qui avait passé 25 ans à démanteler des revendications de brevets d'entreprises invalides pour des sous-traitants de la défense de taille moyenne. Jacqueline avait examiné mes journaux opérationnels avec une minutie extrême. Elle avait examiné mes factures de services publics, les journaux de trafic de mon fournisseur d'accès à Internet, les reçus d'achat de matériel et les déclarations sous serment notarié de Luc. Alain, avait-elle dit, se penchant sur la table de sa salle de conférence lors de notre première consultation, votre séparation des actifs est impeccable. En vertu des lois sur les brevets, ces inventions vous appartiennent exclusivement. Synapse n'a aucune revendication contractuelle, équitable ou légale sur cette propriété intellectuelle. Ensemble, nous avions rédigé 3 demandes de brevets provisoires complètes. Nous les tenions prêtes, attendant de voir si Synapse respecterait les limites de la propriété intellectuelle ou tenterait une expropriation illégale. Vivienne Dubois avait donné la réponse lors de cette réunion fatidique du lundi matin. Dans sa hâte désespérée de consolider son autorité et de fabriquer un produit révolutionnaire pour le prochain sommet technologique de l'Ouest, elle était tombée sans le savoir dans un piège juridique qu'elle avait elle-même tendu. Alors que je sortais du bureau de Franck dans la lumière de l'après-midi, mon téléphone portable personnel a vibré dans la poche de mon manteau. C'était un SMS de Chloé Bernard. Vivienne vient de passer devant ton bureau vide, disait le message. Elle a demandé à Thomas pourquoi ton dossier de dépôt est vide. Thomas lui a dit que tu avais pris ton matériel. Elle a l'air furieuse. Je n'ai pas répondu. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à un parc tranquille surplombant la rivière et j'ai regardé l'eau couler sous le pont de pierre. Les pièces de l'échiquier de l'entreprise étaient entièrement disposées. Vivienne croyait détenir le pouvoir absolu parce qu'elle possédait un titre de direction et un mandat de vice-présidente. Elle était sur le point d'apprendre que dans le monde du droit des brevets, les titres ne signifient rien comparé à une preuve horodatée. À l'intérieur de la tour de la société Synapse, une atmosphère de chaos total consumait rapidement le 14e étage. Au cours des 7 jours suivants, ce qui aurait dû être une marche triomphale vers le sommet technologique de l'Ouest s'est transformé en un cauchemar frénétique et sans sommeil pour le département d'ingénierie. Vivienne Dubois avait misé toute sa réputation de cadre et une part massive de sa prime de performance contractuelle sur le dévoilement public du projet Apex. Elle avait déjà réservé un vaste stand d'exposition de catégorie or au centre des congrès, commandé des bannières marketing haut de gamme et programmé des interviews télévisées en direct avec des journalistes technologiques régionaux.
l'entreprise avait publié des communiqués de presse se vantant que le projet Apex offrirait une réduction révolutionnaire et automatisée de 35% des frais d'expédition des entreprises. Il n'y avait qu'un seul problème catastrophique, le code logiciel réel à l'intérieur de leur dépôt interne ne fonctionnait pas. Lorsque Vivienne avait ordonné à son équipe de compiler la version de démonstration principale 4 jours avant le sommet, toute l'architecture s'était effondrée en quelques secondes après l'initialisation. Des exceptions de mémoire non gérées inondaient les écrans du terminal, les threads d'exécution se bloquaient et les cartes de routage dynamique affichaient des codes d'erreur plats. Vivienne avait immédiatement convoqué Thomas Morin et 3 sous-traitants logiciels seniors dans son bureau d'angle, frappant la paume de sa main sur son bureau en verre. « Que voulez-vous dire par l'équilibreur de charge dynamique et manquant » demanda-t-elle, sa voix se tendant contre son apparence d'entreprise soigneusement cultivée. Alain Valois a passé 3 mois à travailler sur ce module. Où est le code source? Thomas déglutit difficilement, ajustant ses lunettes. Madame la vice-présidente Dubois, les extraits de code qu'Alain a laissés dans le dépôt partagé n'étaient que des fonctions de base des modèles structurels avec des blocs d'exécution vides. Les algorithmes logiques réels, les équations mathématiques qui animent le routage prédictif, n'ont jamais été soumis au réseau de l'entreprise. Alors récupérez les sauvegardes de sa machine locale, aboya Vivienne. Récupérez ces fichiers temporaires du cache du réseau local. Nous avons essayé, admit Thomas à voix basse, regardant le tapis. Alain n'a jamais branché ses appareils de développement sur le réseau local. Il a exécuté toutes ses simulations sur un framework sandbox isolé et non approuvé. De plus, lorsque j'ai audité les eurodatages d'origine J sur les modules hérités que nous possédons, les mathématiques sous-jacentes sont antérieures à la création du projet Apex de près de 4 mois. Le visage de Vivienne devint d'un rouge tacheté et profond. C'est impossible. Il était un employé de la société Synapse. Tout ce à quoi il a pensé en étant assis dans ce bâtiment nous appartient de droit d'emploi. Réécrivez la logique. Faites recréer les mathématiques de routage par les sous-traitants. Nous avons 72 heures. Les sous-traitants échangèrent des regards terrifiés et épuisés. Faire de la rétro-ingénierie sur un moteur mathématique complexe impliquant un calcul prédictif multidimensionnel en 72 heures n'était pas seulement difficile, c'était une impossibilité technique absolue. Ils tentèrent de colmater les chemins d'exécution manquants en utilisant des règles rudimentaires codées en dur et des heuristiques de force brute. Mais essayer de remplacer mon élégant protocole Valois par des déclarations conditionnelles hâtives, c'était comme tenter de réparer un moteur à réaction haute performance avec du ruban adhésif et des serre-câbles en plastique. Chaque fois qu'il tentait d'exécuter des tests de charge synthétique, les rustines grossières cédaient sous la pression. Les fuites de mémoire se multipliaient, les temps d'exécution passaient de millisecondes à des minutes, et le système plantait systématiquement dès que le trafic simulé dépassait 500 nœuds concurrents. Pendant ce temps, la panique interne commençait à se propager dans les rangs de l'entreprise. Les jeunes développeurs chuchotaient dans les salles de pause que Vivienne avait évincé l'architecte senior responsable du moteur principal. Un chef de projet de niveau intermédiaire a secrètement transféré un fil de courriels internes frénétiques à Chloé Bernard, demandant si quelqu'un possédait les coordonnées personnelles d'Alain pour demander une aide en consultation. Chloé, se souvenant de ma dernière instruction d'observer, a simplement répondu que j'avais coupé toute communication à mon départ. Dans son désespoir grandissant, Vivienne refusa de modifier le calendrier du sommet. Son orgueil démesuré dictait que l'image importait bien plus que la réalité fonctionnelle. Elle s'est convaincue que la démonstration en direct du sommet pouvait être soigneusement mise en scène, que son équipe pourrait masquer les pannes sous-jacentes du système en utilisant des boucles vidéo préenregistrées et des affichages de données codées en dur. Nous ne reportons pas, déclara Vivienne lors d'une téléconférence tendue à minuit avec le marketing de l'entreprise. La société Synapse ne recule pas devant un lancement de produits publics majeurs. Nous présenterons le projet Apex comme prévu, nous obtiendrons les engagements des partenaires et nous laisserons l'équipe d'ingénierie résoudre les anomalies du backend après le sommet. Elle croyait sincèrement qu'elle pouvait se frayer un chemin par la ruse à travers une démonstration technologique majeure devant 300 experts de l'industrie, investisseurs institutionnels et analystes chevronnés. Elle croyait que les mots à la mode de l'entreprise comme « synergie cloud native » et « alignement logistique autonome » pourraient masquer l'absence flagrante d'un moteur logiciel fonctionnel. Elle ignorait totalement que pendant que son équipe était occupée à mettre en scène de fausses diapositives d'interface, Maître Jacqueline Meunier se préparait à signifier un acte juridique qui transformerait son lancement de produits soigneusement orchestré en une catastrophe publique. Le sommet technologique de l'Ouest s'est ouvert un jeudi matin frais dans le vaste centre des congrès du centre-ville de Lyon.
Le hall d'exposition principal était bondé de plus de 2000 professionnels de l'industrie, de capital risqueurs et de journalistes technologiques. Des projecteurs lumineux se reflétaient sur des vitrines immaculées, tandis que le bourdonnement constant du réseautage d'entreprises emplissait l'air. La société Synapse occupait le stand 207, une installation massive et très en vue, située directement le long du boulevard central. Des bannières géantes suspendues affichaient le logo élégant du projet Apex, accompagné de slogans audacieux, l'avenir de la logistique autonome est arrivé. À 9h30 du matin, 2 heures avant que Vivienne Dubois ne doive prononcer son discours d'ouverture sur la scène principale, une grande femme vêtue d'un tailleur pantalon anthracite est entrée calmement dans la zone d'exposition de Synapse. C'était maître Jacqueline Meunier. Jacqueline portait une fine mallette en cuir. Elle s'est approchée du comptoir d'enregistrement où Karine, la directrice juridique de Synapse, examinait le programme final de la présentation aux côtés de Vivienne. « Êtes-vous la vice-présidente Vivienne Dubois et la directrice juridique Karine Valois ?» demanda Jacqueline d'une voix claire et résonnante qui portait par-dessus le bruit ambiant. Karine fronça les sourcils, s'avançant. « Je suis la directrice juridique. »« Qui êtes-vous » Jacqueline ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier juridique formellement relié. « Je suis maître Jacqueline Meunier, représentant monsieur Alain Valois. Je vous signifie une mise en demeure formelle de cesser et de s'abstenir et un avis officiel d'interférence de brevet conformément à la loi sur les brevets. » Vivienne laissa échapper un soupir exaspéré, levant les yeux au ciel. « Est-ce que c'est à propos du départ puéril d'Alain ? Écoutez-moi, maître, les dépôts provisoires sont des substituts sans valeur. Ils ne confèrent aucun droit exécutoire tant qu'ils ne sont pas pleinement délivrés. Vous nous faites perdre notre temps. » Jacqueline ne s'y a pas. Elle ouvrit le dossier, révélant des documents officiels estampillés de sceaux d'enregistrement fédéraux. Madame la vice-présidente Dubois, il s'agit de 3 demandes de brevets provisoires formellement acceptées et enregistrées par l'Office des brevets il y a 5 semaines sous la propriété exclusive de monsieur Alain Valois. De plus, ce dossier contient une documentation certifiée prouvant que monsieur Valois a développé ses architectures entièrement en dehors du cadre de l'entreprise, en utilisant du matériel n'appartenant pas à la société, des fonds personnels. Et validé par des déclarations de témoins notariés indépendantes. Jacqueline se pencha légèrement, sa voix devenant glaciale et précise. La loi stipule que l'incitation active à la contrefaçon et l'exploitation commerciale d'un objet en instance de brevet constitue une contrefaçon délibérée. Si vous procédez à la commercialisation, à la démonstration ou à la revendication publique de la propriété des algorithmes brevetés de mon client aujourd'hui, mon client demandera immédiatement des dommages-intérêts triplés et une mise en cause de la responsabilité personnelle des dirigeants. Le visage de Karine se vida de toutes couleurs. En tant qu'avocate chevronnée, elle comprit instantanément ce que l'orgueil de Vivienne avait masqué, la contrefaçon délibérée en vertu de la loi sur les brevets entraînait des sanctions financières dévastatrices. Y compris des dommages-intérêts triplés et la prise en charge obligatoire des frais de justice de la partie adverse. « Vivienne » murmura Karine d'urgence, saisissant le bras de Vivienne. « Nous devons suspendre la présentation immédiatement. Nous devons examiner ces dépôts avec un conseil en brevets externes sur le champ. » Vivienne retira brusquement son bras, ses yeux brillant d'un déni furieux. « Nous sommes à 10 minutes de la diffusion en direct. Les investisseurs sont assis. Je n'annulerai pas ce discours pour une tactique d'intimidation futile d'un ancien employé aigri. » Ignorant l'avertissement explicite de son conseil juridique, Vivienne monta les marches de la scène de présentation principale. Les projecteurs l'illuminèrent alors qu'elle prenait place au pupitre. Derrière elle, un immense mur de LED affichait le tableau de bord du projet Apex. Plus de 300 membres du public remplissaient l'auditorium, tandis que des milliers d'autres suivaient via la diffusion en direct officielle du sommet. « Bienvenue, leader de l'innovation », commença Vivienne, sa voix projetée par le système de sonorisation de l'auditorium. Aujourd'hui, la société Synapse dévoile la frontière ultime de la logistique par intelligence artificielle, le projet Apex. Elle cliqua sur sa télécommande, lançant le script de la démonstration en direct. Sur le mur d'affichage géant, une carte dynamique des corridors de fret nord-américains se chargea sans problème. Des flottes de livraison simulées commencèrent à calculer les itinéraires de livraison optimaux. Pendant 30 secondes, l'interface visuelle prémise en scène sembla fonctionner. Puis, les rustines grossières du bacan s'effondrèrent. Une boîte de dialogue rouge vif apparut soudainement sur l'écran de 20 mètres, exception système critique, noyau du protocole Valois inaccessible. Exception de pointeur nul dans la boucle de routage principale.
Les itinéraires d'expédition dynamiques se transformèrent en un labyrinthe chaotique de lignes rouges erratiques. La vitesse de traitement du système chuta à 0. La simulation se figea complètement, affichant un message d'erreur de débogage flagrant en texte blanc gras sur l'écran principal, accès au module restreint architecture propriétaire enregistré au nom d'Alain Valois. Des halètements bruyants résonnèrent dans l'auditorium. Les membres du public se penchèrent en avant, montrant du doigt l'écran massif. Les journalistes technologiques sortirent immédiatement leurs tablettes, prenant des photos de l'effondrement public du système. Au troisième rang, 2 partenaires importants de Capital Risque échangèrent des regards sombres, fermèrent leurs carnets et quittèrent la salle. Sur scène, Vivienne se tenait figée sous les lumières aveuglantes. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Elle cliqua frénétiquement sur la télécommande, mais l'écran resta bloqué dans son état de défaillance critique. Son visage devint blanc comme un fantôme alors qu'elle fixait la foule de dirigeants de l'industrie stupéfaits. Le chat de la diffusion en direct explosa de commentaires. La façade soigneusement construite du projet Apex ne s'était pas simplement fissurée, elle s'était désintégrée en direct devant l'ensemble du secteur technologique. Et debout au fond de l'auditorium, observant tranquillement depuis l'ombre des portes de sortie, se trouvait Alain Valois. La session disciplinaire d'urgence du conseil d'administration de la société Synapse s'est réunie à 8 h le lendemain matin dans la suite de conférences exécutives au dernier étage du siège social. L'atmosphère dans la pièce était d'une tension suffocante. Assis autour de la table en acajou massif se trouvaient 6 membres du conseil, le président-directeur général, le directeur des risques et la directrice juridique Karine. Vivienne Dubois était assise à l'extrémité de la table, isolée et dépouillée de son sang-froid habituel. Ses yeux étaient injectés de sang, ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle fixait ses courriels d'entreprise non lus. Le président-directeur général a ouvert la réunion sans les plaisanteries d'usage. Il s'est tourné directement vers Karine. Maître Valois, informez le conseil de notre exposition. Karine ouvrit un lourd classeur. Notre exposition est sévère et absolue. Hier après-midi, Maître Jacqueline Meunier a livré un dossier de preuves complet à notre service juridique. Il comprend des journaux de code notariés, des enregistrements de trafic de périphériques et faillis, des factures d'achat personnel et des déclarations sous serment de témoins tiers du docteur Luc Picard. Chaque algorithme fondamental du projet Apex a été créé par Alain Valois en dehors du temps de travail et sans les ressources de l'entreprise. Karine marqua une pause, regardant autour de la table. De plus, Maître Meunier a fourni un enregistrement audio de notre réunion générale de lundi. Sur cet enregistrement, la vice-présidente Dubois a explicitement dit à Monsieur Valois, et je cite, « Si nos nouvelles politiques ne vous plaisent pas, vous n'avez qu'à démissionner et partir ». En vertu des lois du travail et des principes contractuels applicables, cette déclaration, combinée à sa démission en règle, a établi une rupture absolue de l'emploi avant toute revendication de l'entreprise sur ses dépôts provisoires. Le membre principal du conseil, un homme sévère d'une 60aine d'années, tourna son regard vers Vivienne. Madame la vice-présidente Dubois, avez-vous audité l'origine de cette propriété intellectuelle avant de la revendiquer pour notre lancement au sommet? Vivienne tenta de se défendre, la voix brisée. J'ai agi en vertu de l'hypothèse d'entreprise standard selon laquelle tous les concepts d'ingénierie développés par le personnel actif appartiennent à Synapse. Nous étions sous une pression trimestrielle intense. Vous avez ignoré les avertissements explicites du conseil juridique, l'interrompit sèchement le PDG. Vous avez tenté de forcer un actif propriétaire d'un employé sans contrepartie contractuelle, et vous avez entraîné cette société dans un échec public catastrophique qui a effacé 40 millions d'euros de capitalisation boursière en une nuit. Le PDG se leva, lisant une résolution préparée. Avec effet immédiat, par vote unanime du conseil d'administration, la vice-présidente Vivienne Dubois est licenciée pour faute grave, renonçant à toutes les indemnités de départ, options sur actions et droits d'indemnisation des dirigeants. De plus, le projet Apex est formellement annulé, et la société Synapse publiera une rétractation complète et des excuses à Monsieur Alain Valois. Vivienne resta paralysée alors que le personnel de sécurité entrait dans la pièce pour l'escorter hors des locaux. Son badge d'accès d'entreprise fut révoqué sur le champ, sa décennie d'ambition exécutive se terminant par une humiliation complète et silencieuse. 3 semaines plus tard, le soleil du matin filtrait à travers les vastes baies vitrées de mon nouveau bureau au 9e étage de Technologie Véron, une société de recherche logicielle de premier plan, très respectée, spécialisée dans la logistique de nouvelle génération. J'étais assis derrière un bureau élégant en noyer, savourant une tasse de café noir bien chaud dans ma tasse pingouin préférée.
sur le mur derrière moi était accroché mon certificat de nomination fraîchement encadré, directeur des brevets et architecte principal en IA. Technologie Véron m'avait approché 2 jours après le désastre du sommet. Ils ne m'ont pas offert un contrat de travail standard, ils ont négocié un accord de licence formelle pour le protocole Valois, m'accordant une participation substantielle au capital, une autonomie architecturale complète et une équipe dédiée de jeunes ingénieurs brillants. Ma porte s'ouvrit et Chloé Bernard entra, portant une pile de rapports d'architecture système. Elle avait démissionné de Synapse peu après le licenciement de Vivienne et avait rejoint mon nouveau département en tant qu'analyste système senior. « Bonjour, chef Valois », dit Chloé avec un sourire chaleureux, posant les dossiers sur mon bureau. L'équipe juridique vient de confirmer que nos demandes de brevet international secondaire en vertu du traité de coopération en matière de brevets ont été officiellement enregistrées. Excellent travail, Chloé, ai-je répondu en examinant la documentation. Au fait, ajouta Chloé, s'appuyant contre le cadre de la porte, avez-vous vu les nouvelles du secteur ce matin? Synapse a essayé de lancer une alternative allégée appelée Route QI. Au moment où ils ont lancé la compilation, leur backend a planté parce que vos blocs de licence résiduels ont verrouillé leur serveur. Leur sous-traitant principal a démissionné sur le champ. J'ai posé ma tasse de café et j'ai regardé la ligne d'horizon de la ville. Je ne ressentais aucune colère persistante, aucun besoin de vengeance. La loi, combinée à une préparation méticuleuse et une discipline silencieuse, avait exécuté une résolution opérationnelle parfaite. Ils croyaient pouvoir prendre ce qui avait été construit par le sacrifice et la vision, simplement parce qu'ils détenaient des titres de direction et une autorité d'entreprise. Ils avaient oublié que la véritable innovation n'appartient pas aux diapositives ou aux mots à la mode. Elle appartient aux esprits qui la forgent dans les heures calmes. J'ai pris mon stylo, j'ai signé les documents de dépôt internationaux et j'ai souri. Il était temps de construire.